Là. 1, 2. Elle est bien ? Vous nous dites ? C'est bon, c'est lancé ? Allez. Alors, merci de votre présence. Ça paraît vide comme ça, mais ça va, les gens passent et ça va se remplir petit à petit, on ne s'inquiète pas. J'ai de l'expérience depuis 11 heures ce matin. J'espère que le repas a été profitable à tout le monde, que vous avez bien profité de ce que propose le petit stand avec Raboul et la comédie et j'ai mangé le nom et la goguette. Voilà, profitez-en en tout cas, c'est vraiment très très bon. Aujourd'hui, tout de suite, là, pendant une demi-heure, on va prendre un angle un petit peu différent sur la question de la mobilité, puisqu'on va parler des enjeux de la problématique psychologique du changement, de comment finalement accompagner, comment réussir si je puis dire, en tout cas comment faciliter le changement d'un mode de transport à un autre, comment ne pas s'accrocher forcément à un mode de transport quand on se dit finalement ce serait intéressant d'envisager d'autres façons de se déplacer. Donc avec moi, j'ai Delphine. Bonjour Delphine. Et Sylvie. Bonjour. Re-Sylvie. Bonjour, puisque si vous étiez là ce matin à 11h, on a parlé ensemble mobilité dans les zones rurales. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'après, je vous laisse vous présenter juste en quelques mots, et on va parler de cette problématique du changement en arrivant de manière générale, du changement général, du changement dans la tête, dans les habitudes, à la question du changement en mobilité. On va voir que c'est un petit peu spécifique, pour ensuite terminer sur comment faciliter ce changement. Delphine, quelques mots sur toi ? Eh bien, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Et donc, en tant que psychologue, je pense que je suis en première ligne sur tout le processus de changement de manière individuelle. Et donc, j'ai bien identifié certains freins au changement de manière plus sociétale. Alors on va en parler dans quelques instants. Tu vas notamment nous parler des fameux biais cognitifs qui vous parlent peut-être. Voilà. Sylvie, on te connaît de ce matin, mais pour les gens qui n'étaient pas là ce matin, est-ce que tu peux te représenter, surtout que tu parles peut-être au nom d'une autre structure maintenant ? Oui, alors moi je suis Sylvie Ohanessian, donc je travaille à l'Association des Tours, mais je suis aussi à la plateforme mobilité du Puy-de-Dôme qui accompagne les personnes en recherche d'emploi vers une mobilité autonome. Voilà, donc on accompagne des personnes qui ont des difficultés pour bouger, pour aller au travail. Et du coup, on a mis tout un panel de solutions, dont de l'accompagnement à la mobilité, pour que ces personnes puissent aller au travail. Donc c'est quelque part l'accompagnement pour faire les meilleurs choix en termes de mobilité pour ces personnes ? Oui, c'est ça. On voit avec la personne ses compétences, mais également ses freins, qui peuvent être parfois cognitifs, souvent même. Ses compétences, ses freins, et aussi ce qu'offre le territoire pour faciliter leur mobilité. Ok, eh bien merci. Alors, justement sur d'abord la question générale du changement, avant de parler de mobilité en particulier. Donc vous avez des approches complémentaires finalement sur cette question. Delphine, je me tourne peut-être vers toi d'une manière générale. Est-ce que c'est difficile de changer ? Bon, la réponse est oui, mais pourquoi ? Changer, ça demande beaucoup d'efforts en fait. C'est coûteux en énergie. C'est vrai que le cerveau a tous les jours tout un tas d'informations à traiter. Et donc, il va faire des raccourcis pour aller de manière plus rapide à son objectif. Donc, c'est bien pratique. Par contre, ça peut créer des erreurs de perception, de logique ou d'interprétation, ce qu'on appelle donc les biais cognitifs. Donc ces biais, il y en a un nombre assez important, ils ont été identifiés. Est-ce que tu peux nous parler des principaux biais, ceux du quotidien ? Alors le biais qui est le plus actif à mon avis dans toutes ces questions d'écologie et de mobilité, c'est le biais d'inertie. Alors ça va vous parler à tous, mais c'est par exemple de toujours prendre la même place à table ou de prendre toujours le même plat au restaurant. C'est en fait de rester sur son petit confort, sur les choses qui sont logiques, sur les habitudes, la force des habitudes. Juste un mot, tu parles de logique. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une logique ou c'est une logique qu'on
a l'impression que c'est logique, alors qu'en fait, c'est une habitude. Justement, c'est une erreur c'est une erreur, mais on a tous tendance, de manière inconsciente, à tomber sur ces erreurs-là. En fait, on s'auto-convainc que c'est dans la logique, et alors qu'en fait, ça dépend des chemins qu'on a déjà tracés, d'accord ? Tout à fait. Un autre biais, peut-être ? Alors, on a le biais de confirmation, qui est la tendance un peu naturelle à aller sélectionner l'information qui confirme nos convictions. Donc ça, c'est un petit peu casse-pied aussi, parce que du coup, on va chercher de l'information qui va venir confirmer ce qu'on pense déjà, mais on va laisser de côté l'information qui pourrait la contredire. Donc là, pour vous donner un exemple, ça peut être de se dire que pour les problèmes d'écologie, en fait, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'impact. C'est plutôt, par exemple, les entreprises qui polluent. Donc moi, à ma petite échelle, j'ai pas grand-chose que je peux faire pour vraiment changer les choses. D'accord, et ce qu'on appelle la perception sélective, ça rentre un petit peu là-dedans, le fait de voir ce qui nous intéresse et finalement de ne pas voir ce qui est autour, oui. Tout à fait. Un autre biais, c'est le biais de l'instant présent, c'est-à-dire qu'on a tendance à privilégier des bénéfices sur le court terme par rapport à des bénéfices sur le long terme. Donc notre confort, là, ici, maintenant, dans le temps présent, va être plus important pour prendre notre décision que quelque chose qui pourrait être positif, mais dans du plus long terme. On a du mal à se projeter, à visualiser des effets à long terme. D'accord, donc voilà, un premier aperçu, et il y a beaucoup d'autres biais qui sont vraiment bien documentés. Sylvie, quand on a préparé cet échange, tu me disais, toi tu penses que la notion d'urgence, de réaction à l'urgence, d'étincelle, je crois que tu as utilisé ce mot, te semble importante pour provoquer le changement d'une manière générale. Alors oui, c'est moi. Enfin là, c'est lors de nos échanges, mais en fait, c'est John Kotter qui disait que, donc qui est prof à Harvard, qui disait que le changement démarre toujours d'une situation d'urgence. Enfin, un accompagnement au changement démarre par là. Donc au niveau de la plateforme mobilité, effectivement, les gens nous sont orientés parce qu'ils sont dans une situation d'urgence, ils doivent avoir un moyen de mobilité pour aller au travail. Donc on peut entamer un processus d'accompagnement. Après, aujourd'hui, vu ce qu'on voit autour de nous, la situation d'urgence, elle existe. Et maintenant, c'est comment on va pouvoir accompagner ce changement, avoir une vision un peu projective de ce qui va arriver et de ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Alors, pardon, avant de parler de la manière d'accompagner ce changement, juste peut-être une petite précision. Donc, Delphine, tu as commencé à évoquer la question du changement dans la mobilité. Moi, j'aimerais vous demander dans quelle mesure est-ce que c'est finalement plus difficile de changer son moyen de transport que de changer une autre habitude. Moi, j'ai l'impression que quand on parle de mobilité, il s'agit de choix de moyens de transport. Je choisis de prendre la voiture, je choisis de prendre le bus, qu'on fait tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et donc on les enracine. Est-ce qu'on peut dire que voilà, c'est un chemin mental qu'on répète plein de fois, et qui en plus est associé, des fois on a l'impression que c'est associé à une notion de confort qui repousse les autres enjeux. Est-ce que c'est vrai ? Je pense qu'il y a vraiment un cercle de consolidation, c'est-à-dire que plus on utilise un moyen de transport et plus on en voit le bénéfice, et donc plus on a tendance à l'utiliser, et on minimise les bénéfices d'autres possibilités. Donc ça devient un peu vraiment le comportement, un mécanisme complètement automatique. Ouais. Et du coup, ce mécanisme, il est aussi renforcé parce qu'on perd des aptitudes à la mobilité, des compétences à la mobilité. On voit que de plus en plus de personnes ne savent plus faire de vélo. On voit qu'on ne sait plus forcément se repérer sur une carte d'une ville. On va se servir de son smartphone. Et finalement, ces cartes vont plus ou moins disparaître de notre espace urbain. Du coup, pour accompagner le changement, il y a aussi... être sûr que les gens aient encore le choix et du coup d'avoir laissé tomber des apprentissages au bénéfice de la simplicité de la voiture, soyons un peu clairs, on perd des compétences mobilité qui sont importantes pour se repérer, pour se rassurer et pouvoir changer nos biais cognitifs aussi. Et du coup, c'est un peu tout ce travail-là, tout ce chemin-là qu'il faut faire dans l'autre sens pour qu'aujourd'hui, on reprenne des habitudes de bouger autrement.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi et je trouve que le fait de donner de l'information, c'est déjà la première chose qu'on peut faire, donner de l'information sur d'autres possibilités que la voiture. Effectivement, on se dit, mais comment communiquer? Parce qu'il existe des solutions de mobilité autres que la voiture aujourd'hui un peu partout. Il y a des initiatives, mais les gens disent, mais on n'en a pas connaissance. Comment communiquer tout ce qui se passe? Comment faire que les gens accèdent à ces informations? Donc, au niveau de la plateforme, on nous oriente les personnes et nous, on les oriente sur ces solutions. Donc, ça fonctionne depuis plus de 10 ans. On accompagne énormément de personnes. Mais comment faire pour que toutes les personnes qui veulent, qui à un moment se disent, bah oui, peut-être que cette deuxième voiture me coûte cher, peut-être que je ne travaille pas si loin que ça, je pourrais prendre un autre moyen de transport. Donc de ce petit questionnement qui arrive dans la tête des personnes, comment faire pour les accompagner à sauter le pas? Moi, j'ai l'impression que est-ce qu'il n'y a pas une forme de résistance à la complexification? C'est-à-dire que jusqu'à assez récemment, le monde du déplacement, c'était peut-être un petit peu tout voiture. En tout cas, la voiture était globalement acceptée pour tout. J'avais interviewé un expert de la mobilité la semaine dernière qui me disait la voiture, c'est le couteau suisse de la mobilité. Effectivement, on peut aller à l'autre bout de l'Europe comme on peut aller prendre son pain à 3 km en voiture. Voilà, ça pose pas de problème. Mais surtout, les infrastructures, les services étaient finalement globalement pensés pour ça, faciliter ça. Et là, on arrive depuis quelques années dans une évolution de plus en plus contraire à cet usage tout voiture, mais ça multiplie les choix possibles, mais ça rend du coup ces choix plus complexes. À quel moment je choisis quoi, comment je les bloque, et est-ce que voilà, finalement le fait d'avoir trop de choix ou plus de choix ne tue pas le choix? Je pense que l'idée, c'est de faire expérimenter, en fait. De faire expérimenter pour casser les idées reçues qu'on peut avoir sur les différentes possibilités. Notamment, j'avais vu à Chambéry, ils avaient fait une campagne de pub vraiment sympa. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'était Autopatch. En fait, ils allaient à la rencontre des passants, enfin des automobilistes, pour leur donner des patchs contre la dépendance à l'automobile. Donc c'était assez sympa. Et dans ce patch-là, il y avait un ticket de transport en commun gratuit. Et ça a permis finalement à des personnes d'expérimenter le transport en commun. Et ça a augmenté, je crois, de 5% l'année d'après les déplacements en bus. Donc je pense qu'il y a des petites initiatives comme ça assez simples qui peuvent aider les gens à expérimenter. Comme ici, là, avec les vélos, je vois qu'on peut tester des vélos. Je pense que c'est des initiatives comme ça qui permettent aux gens de basculer. Je te rejoins complètement, puisque dans le cadre du budget écologique citoyen, on a été lauréat, donc l'association des tours d'une flotte de vélos et vélos assistance électrique, et j'ai pu les faire circuler là tout l'été sur différents festivals, etc. pour la plateforme mobilité. Et plein de personnes ont essayé. J'en ai quelques-uns qui sont revenus me dire j'ai acheté un vélo, etc. Et on avait mis en place aussi le challenge mobilité donc au sein de notre structure, donc qui emploie une centaine de personnes, et j'ai des salariés qui ont acheté des vélos parce que cette journée-là, on avait travaillé avec eux sur comment ils pouvaient venir autrement qu'en voiture au travail. C'est le principe du challenge mobilité. Et donc, c'est une sorte de défi, c'est ça, qui est lancé aux salariés sur une journée? Oui, c'est un défi qui est au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les entreprises sont invitées à faire venir leurs salariés autrement qu'en voiture individuelle au travail. Donc il y a toutes des animations qui sont réalisées autour de ça. Et du coup, ça permet aux salariés de travailler un autre mode de déplacement et de voir aussi que, nous, là, cette année, on l'a de nouveau mis en œuvre, et on s'est rendu compte que si on décalait nos horaires d'un quart d'heure avec 2 collègues, on pouvait venir à 3 dans la même voiture au lieu de 3 voitures. Donc, de se pencher sur le problème, de mettre des petites actions comme ça, de tester autre chose, c'est déjà un pas vers le changement. D'accord. Et j'ai aussi l'impression que pour les gens, quand on utilise quotidiennement la voiture, c'est vrai que notamment en ville, là, il y a eu des annonces sur Clermont, mais aussi dans d'autres villes en France, sur la question de la réduction de la vitesse, sur la réduction de la place de la voiture sur la chaussée. On le voit à Paris, on le voit à Lyon ou ailleurs. Est-ce que le fait de subir un changement qui va contre nos habitudes n'a pas tendance, j'imagine, à nous crisper? Est-ce que, inversement, le fait de se dire tiens, je vais prendre le devant,
après, c'est pas facile, mais le fait de choisir le changement, alors comment le faire, n'est pas une moyen de se sortir de ce cercle vicieux? Je pense que c'est important que la personne ait l'impression d'avoir le choix, voilà, que ce ne soit pas une contrainte. Pour vraiment opérer un changement profond, il faut que ça vienne de la personne. Donc, après, augmenter les contraintes liées à la voiture, ça va forcément pousser certaines personnes à changer leurs habitudes, c'est certain, mais elles ont encore le choix. Mais c'est un peu l'idée des nudges, de pousser gentiment les personnes à changer de comportement. Qu'est-ce que c'est qu'un nudge en anglais déjà? C'est ça, c'est une influence positive. C'est un peu de la manipulation, mais de manière positive, où on pousse la personne, mais en connaissance de cause, à changer son comportement. Donc il y a pas mal d'initiatives, notamment à Clermont, qui ont été positives. Il y a eu, il y a quelques années, des boîtes à vote avec les mégots. Donc on pouvait voter pour son bâtiment préféré avec le mégot. Ça incite les gens à mettre le mégot dans la boîte plutôt que de le mettre par terre. Donc c'est des petites choses comme ça qui ne coûtent pas très cher, soit où on donne de l'information en lien avec la norme sociale pour que la personne puisse un peu se situer par rapport à la norme, et donc ça l'incite à rejoindre la norme, ou alors des petits comportements qui poussent à aller dans un sens, mais où on n'est pas obligé. D'accord. J'ai l'impression qu'on parle de tests, de changements sur un mode un petit peu ludique aussi, vous l'avez un petit peu évoqué, soit par les nudges, soit par le challenge ou d'autres dispositifs. Est-ce que le côté, finalement, juste le temps de tester le changement, en fait on s'amuse, on n'est pas sur le côté sérieux, c'est une clé pour faire voir les choses autrement? Alors c'est une clé, effectivement, pour les personnes qui aujourd'hui ont des moyens de mobilité, de l'autosolisme. Après, il y a d'autres leviers qui sont la formation des plus jeunes. Cette communication, est-ce que ça pourrait pas être une forme de publicité aussi, qu'on puisse mettre le paquet pour faire évoluer les changements? Et après, c'est vrai que sur cette histoire alors nudge, nous on fait plutôt une approche type coaching, c'est-à-dire qu'effectivement les gens sont orientés parce qu'ils ont une difficulté de mobilité, mais on va voir avec eux quel est leur besoin de déplacement. Quels sont les moyens du territoire, quels sont les moyens, eux, qu'ils peuvent mettre en œuvre et quelles sont leurs envies. Et du coup, c'est vraiment de l'accompagnement positif et pas là, vous êtes en difficulté, là, il y a tel problème, là, il y a ci, il y a là. Non, on va chercher les compétences des personnes. Et nous, on va ouvrir le dialogue en disant là, effectivement, votre besoin, pour ce besoin-là, il faudrait monter en compétence sur tel domaine. Et après, ils peuvent ils adhèrent à ce parcours de formation. C'est vraiment hyper individualisé, en fait. Ouais. C'est effectivement une entrée individuelle, un vrai diagnostic et une personne, une conseillère mobilité ou un conseiller mobilité qui va accompagner tout le long du parcours et orienter sur les dispositifs existants, qui soient sur le savoir bouger. Donc on a des ateliers de mobilité pour prendre le bus, pour savoir utiliser les applications numériques, enfin tout un tas de thématiques en collectif. Et il y a une vélo-école, il y a de l'auto-école sociale. Donc ça, c'est pour les savoir bouger. Et puis il y a les pouvoirs bouger, c'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition des véhicules, voitures, scooters ou vélo assistance électrique, vélo cargo pour les personnes qui ont un besoin de déplacement, et un accompagnement à la réparation de véhicules à travers des garages solidaires. Donc du coup, on va voir les possibles de la personne, les possibles du territoire, et s'il y a des difficultés plus importantes, on va mettre en œuvre la palette de solutions de la plateforme, mais toujours avec un accompagnement individualisé de la conseillère mobilité. Alors, une question sur la dimension sociale, parce que des fois aussi on change parce que son groupe social change, on est poussé par les autres à changer. Comment on peut utiliser ce levier dans le cadre de la mobilité ? Alors, la mobilité, effectivement, c'est quand même un acte social parce qu'il faut vivre ensemble sur la route, dans l'espace. Et du coup, si on veut aller vers de la socialisation de la voiture, éviter l'autosolisme, il faut revenir plutôt à des compétences sociales du vivre ensemble, d'être mobile ensemble. Même si c'est une capacité d'autonomie, c'est de faire ses choix, c'est d'utiliser ses compétences, etc. Ça a quand même tout un volet social parce que
on est mobile pour aller au travail, donc ça c'est une activité sociale, pour aller au cinéma, enfin il y a des activités culturelles, mais tout ça, ça montre, c'est entrer dans la société que d'être mobile, et du coup ça demande des compétences sociales. Et du coup, enfin voilà, c'est que faut passer de l'autosolisme à la socialisation de la voiture, que ce soit du covoiturage, de l'autopartage entre personnes, des choses comme ça. Il faut se dire que cette voiture, elle est sociale finalement. Elle nous aide à rentrer dans la société, dans la vie sociale. Un mot sur le côté social, Delphine ? Oui, je pense d'avoir des modèles, je pense que ça c'est important. Et après, de réfléchir aux aspects positifs sur le court terme de changement, de changer son mode de mobilité. Oui, c'est hyper important de prendre conscience de tout ça. Pardon. Mais il y a aussi l'incitation. Donc du coup, il y a la formation, il y a ce qu'on se disait avant, mais il y a aussi l'incitation. C'est-à-dire que se dire, si vous engagez 1 000 euros, 1 200 euros pour un vélo électrique, vous gagnez 4 000 à 5 000 euros. Si vous échangez votre deuxième voiture contre un vélo électrique, vous gagnez 4 000 à 5 000 euros par an. Et donc c'est l'incitation aussi qui va permettre ce changement. C'est toujours d'avoir ce choix et d'imaginer le futur de manière positive. Quel est le nudge est une sorte d'incitation. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être le petit coup de pouce, le nudge. Oui. Ouais. D'accord. Et pour conclure, est-ce que vous pensez à des territoires ailleurs en France ou en Europe qui sont assez intéressants sur ces différents aspects d'accompagnement du changement dont on pourrait s'inspirer ? Ou des villes, où vous avez des exemples de lieux, Sylvie ? Oui, alors la semaine dernière, il y avait les 25 ans de Vélocité 63 et il y avait la projection d'un court-métrage sur ce qui se passe en Hollande, notamment en termes de vélo. Et c'était intéressant parce que tout ce qui est urbanisme, etc., est réalisé de manière à ce que l'enfant soit en sécurité dans le domaine public et notamment en vélo. Donc les enfants sont formés très tôt à faire du vélo. Les infrastructures, etc., sont sécurisées pour que les enfants puissent circuler tout seuls à vélo. Et du coup, c'est super intéressant de voir que la formation, l'incitation, la facilitation dans le domaine de l'aménagement urbain sont des facteurs clés pour évoluer vers nos changements de comportement. J'avais vu une initiative de vélobus, justement, avec des enfants qui prenaient le vélo, mais avec des accompagnants pour aller à l'école. J'avais trouvé ça vraiment super, de justement les former, de les accompagner en sécurité à utiliser le vélo plutôt qu'un autre moyen de transport. Ouais. Et du coup, pour élargir, pour finir, ça fait penser donc à une remarque qu'on se faisait tout à l'heure, qui est le fait que on pousse. Il faut que les usagers des modes de transport changent, mais aussi peut-être ceux qui conçoivent les politiques, les urbanistes, architectes, etc. Est-ce que c'est aussi dur de changer quand on est un professionnel finalement de la mobilité ou de l'urbanisme parce que c'est les mêmes mécanismes finalement. Tout le monde a un peu logé à la même enseigne. Oui, je pense que c'est les mêmes mécanismes, ceux dont on a parlé aujourd'hui. Ça vient beaucoup de l'information, de la formation et aussi de rendre le comportement visible et valorisé socialement. Donc tout ça, c'est très important. Donc je crois qu'il faut vraiment repenser la formation, par exemple, des personnes qui créent et qui conçoivent le déplacement dans les villes. Ouais. Ok. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Beaucoup de bruit derrière. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Non ? Non ? Pas de remarques, pas de questions. Bon, écoutez, on peut s'arrêter là. Sauf si vous voulez ajouter un dernier mot. Une dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est que comme levier au changement, c'est plus important de s'ancrer sur des valeurs, sur quelque chose, une motivation qui est intrinsèque plutôt que quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc d'essayer de relier le changement à quelque chose qui a du sens pour nous, ça donnera plus de chances de maintenir le changement dans la durée. Donc il faut avoir conscience de sa valeur, avoir travaillé, les avoir identifiés un petit peu. Ouais.
Sylvie, ça te va? Tu es d'accord? Oui, très bien. Ok, bon, on s'arrête là. Merci beaucoup, merci pour votre participation. Et donc, vous pourrez retrouver le contenu en ligne prochainement. Merci.